Bonjour à tous et bienvenue au journal sur Télé Hémicycle. Voici l'essentiel en titre. Activité du président de l'Assemblée nationale au Parlement. Jeudi dernier, Loïc Béounou Vlavonou a reçu de différentes délégations venues le congratuler pour sa réélection à la tête de l'institution parlementaire. Mandat de dépôt au Mali contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Isaac Sidibé et Mamoutou Touré, l'ex-directeur du service administratif du Parlement, candidat au poste de président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT. Les détails à suivre dans cette édition. Les éléments participant à la circulation routière, parmi lesquels figure la signalisation, fournissent aux usagers de la route de nombreuses informations. Il en existe plusieurs types de signalisation routière et Sartune Diossou nous dira un peu plus de l'observance de ces signaux qui régulent la circulation routière. À nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs, et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience dans la journée du jeudi 17 août de délégation, toutes venues féliciter Loïc Béounou Vlavonou pour sa réélection à la tête de l'institution parlementaire. Elles ont profité pour poser quelques doléances auxquelles l'autorité s'est montrée très attentive. Estelle Dokono, Octave Adjo pour le compte rendu. Au cabinet de Loïc Béounou Vlavonou ce jeudi 10 août, deux délégations. La première, l'association des Béninois vivant en Allemagne. Objectif, féliciter le président de l'Assemblée nationale pour sa réélection et discuter de la situation des Béninois réfugiés en Allemagne. Nous sommes venus aujourd'hui voir le président de l'Assemblée pour une visite de courtoisie et quand même pour lui suggérer les problèmes que les Béninois de l'Allemagne rencontrent. Un des grands problèmes que les Béninois de l'Allemagne rencontrent, c'est que la fermeture de l'ambassade de l'Allemagne nous crée assez de problèmes, d'énormes difficultés. Par exemple, dans le cas d'établissement date de naissance aux enfants nouvellement nés, d'établissement des passeports, du RAVIP, nous avons un grand problème. Et sans le passeport, les Béninois de l'Allemagne ne peuvent pas prendre leur séjour et ils sont bloqués. Nous lui avons posé ce problème, que l'idéal serait la réouverture de l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade du Bénin en Allemagne, ou bien la nomination d'un consul général qui va faire ce problème afin que les Béninois de l'Allemagne se sentent encore chez eux. L'autre problème, c'est aussi, nous avons différents projets que nous menons au Bénin. Un de nos projets, c'est le soin aux prisonniers que nous gérons avec l'APB, qui depuis un temps a de difficultés à évoluer. Nous lui avons posé aussi ce problème. Nous avons été très surpris parce que le président était en vacances et il est quand même venu, il nous a accueillis et il a été très réceptif à notre doléance. Il nous a aussi souligné qu'il suivait de près nos actions et que ça a été un plaisir pour nous aujourd'hui de nous recevoir et il va porter nos doléances à qui de droit. À leur suite, les organisateurs du festival culturel annuel de Kétou. Nous sommes venus inviter officiellement le président de l'Assemblée nationale aux festivités culturelles annuelles de Kétou, dites Ordon Ilafou. Parce qu'effectivement, du 20 au 27 août 2023, nous allons organiser les festivités culturelles annuelles de Kétou. Vous savez que historiquement, il y a des blessures. Donc, nous devons tout faire pour penser ces blessures-là à travers ces manifestations qui permettent de brasser toutes les ethnies de notre commune. Nous voulons révéler Kétou à travers sa culture, à travers son art culinaire et à travers sa richesse. À la fin des échanges, les différents hôtes de l'autorité parlementaire sont repartis satisfaits. Direction à présent le Mali où l'ancien président de l'Assemblée nationale Isaac Sidibé et Mamoutou Touré, l'ex-directeur du service administratif et financier du Parlement,
candidats au poste de président de la Fédération malienne de football FEMAFOOT ont été placés sous mandat de dépôt. Mercredi 9 août dernier, le pôle économique et financier de Bamako les soupçonne d'atteinte aux biens publics. Stéphanie Depemandoa pour les détails. Isaac Sidibé, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, et 4 de ses anciens collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt mercredi. Selon plusieurs médias, ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et en fin de complicité. Plus précisément, il leur est reproché d'avoir détourné un montant de 17 milliards de francs CFA. Outre l'ancien président de l'Assemblée nationale, les autres personnalités arrêtées sont Modibo Sidibé, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, Anfa Khalifa, ex-contrôleur financier à l'Assemblée nationale, Dimba Traoré, ex-comptable à l'Assemblée nationale, et Mamoutou Dibaviou Touré, l'ex-directeur du service administratif et financier de l'Assemblée nationale. Baviou Touré, de son côté, est le seul candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, dont la campagne a été lancée le mardi 8 août. Tous les autres candidats à ce poste, dont son principal challenger, ont été disqualifiés. Cette affaire pendante devant la justice pourrait entraîner le report de cette élection, initialement prévue pour le 29 août prochain. Retour au Bénin, notamment à l'Assemblée nationale. Il arrive souvent d'entendre l'expression « bloquer l'horloge » au cours des débats au sein de l'hémicycle. C'est l'un des usages parlementaires utilisés lorsque le besoin se fait sentir au cours des périodes de session parlementaire. Voici les précisions avec Océane Amonsou. Quand les piles sont retirées de cette horloge, le temps s'arrête au sein de toute l'Assemblée nationale. Le blocage de l'horloge, c'est une pratique parlementaire vieille de plusieurs décennies qui a tout son sens dans le fonctionnement de l'institution qui incarne la représentation nationale. C'est vrai que les députés sont des représentants de la nation et qu'ils ont donc la latitude de discuter de tous les sujets comme il leur semble bon. Par contre, en discutant des sujets, les députés sont insérés dans un temps particulier. Et au nombre de ces temps particuliers, nous avons la période d'examen du budget. Vous savez que tout budget à l'Assemblée nationale doit être examiné, adopté au plus tard le 31 décembre. Le budget de l'année N+1 doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l'année N. Mais nous avons des particularités. Lorsqu'arrive l'examen de ce budget, par exemple, d'un budget, et qu'on n'arrive pas à finir dans le temps, on décide de bloquer l'horloge. Bloquer l'horloge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parlement, le temps s'arrête. Mais partout ailleurs, le temps continue. Au Parlement, le temps s'arrête. Si on décide de bloquer l'horloge à 23 heures, et même si les débats s'éternisent et que finalement le texte est adopté 2 ou 3 jours plus tard, on va considérer que le texte a été adopté à l'heure, au jour et à l'heure où l'horloge a été bloquée. Bloquer l'horloge à l'Assemblée nationale a plusieurs implications juridiques. On considère que le Parlement n'a pas violé les textes, que le Parlement est resté dans le temps. Et donc que les différents textes ont été respectés. Il s'agit de la pratique parlementaire. Vous ne verrez dans aucun texte codifié au Bénin, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement intérieur, vous ne verrez nulle part la théorie du blocage de l'horloge. C'est une théorie qui s'est affinée, qui a vu le jour, qui s'est affinée par la pratique et donc qui permet de rester dans le temps. C'est toujours le droit. Pour bloquer l'horloge, le processus est loin d'être protocolaire. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la décision, informe ensuite ses collègues et l'horloge est bloquée. On descend les 2 horloges qui sont à l'Assemblée nationale et on les bloque sur une heure précise. Et donc le temps s'arrête au Parlement, le temps s'arrête à l'hémicycle. On peut s'éterniser, ça peut durer plusieurs jours. L'horloge reste bloquée de façon matérielle. Et une fois que le texte aura été adopté, l'horloge sera débloquée et mise à jour par rapport à l'heure exacte du pays. Plusieurs fois, il m'est arrivé, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, d'arrêter l'horloge lors d'un débat. Vous prenez l'horloge et vous enlevez la batterie qui est dans l'horloge. Ça veut dire que nous sommes à l'heure
soit c'est à 23 h, on l'arrête, ou soit c'est à minuit moins un quart, et ça reste comme ça jusqu'à des jours. Et on a passé déjà une semaine comme ça dans ce Parlement avec l'horloge arrêtée. Loin d'être un élément décoratif, l'horloge joue un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du Parlement. De son utilisation judicieuse, en effet, dépend la bonne qualité de la production parlementaire. Autre information dans cette édition, mesdames et messieurs, il existe un peu partout dans le monde certains types particuliers de parlements, notamment ceux issus de regroupements géopolitiques, à l'image par exemple du Parlement européen. Il s'agit d'un parlement qui légifère pour le compte de l'Union européenne avec comme entité gouvernementale la Commission européenne. Comment est constitué ce parlement et quelles sont ses missions régalienne? Estelle Dokonou nous donne des clarifications à propos. C'est à Strasbourg, en France, que se trouve le siège du Parlement européen. Il s'agit de la seule institution européenne dont les membres sont directement élus par les citoyens des États qui en font partie. Après le Brexit ayant occasionné le départ des élus britanniques, le Parlement européen compte aujourd'hui 705 députés qui votent des lois européennes, encore appelées des directives. Contrairement aux autres parlements répandus dans le monde, les députés du Parlement européen n'ont pas le pouvoir de proposer des textes de loi à voter. Cette fonction revient à la Commission européenne dont la structure est assimilable au gouvernement de l'Union européenne. Le Parlement a sûrement beaucoup de compétences. Il est co-législateur sur beaucoup de matières. Nous voulons plus de pouvoir d'initiative. Parce que, comme tous les parlements nationaux, il faut non seulement qu'il y ait la possibilité de travailler sur les propositions de la Commission, mais qu'il y ait aussi la possibilité pour nous, Parlement, d'être à l'initiative de sujets sur lesquels discuter. Un pouvoir, je le répète, d'initiative. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Toutefois, le Parlement européen a le pouvoir de valider l'élection du président ou de la présidente de la Commission, ainsi que la désignation des commissaires dont le statut est l'équivalent de ministre de la Commission européenne. Pendant ce processus, ces derniers sont auditionnés et testés sur leurs connaissances parlementaires avant d'être investis par les députés européens. Le Parlement européen fonctionne avec des mandatures de 5 ans et a pour rôle de voter des lois et de contrôler l'action de la Commission européenne dont il vote également le budget. Ces élus peuvent renverser la Commission en votant une motion de censure à la majorité des 2/3 de leur effectif. Le président ou présidente est élu pour un mandat de 2 ans. Si le siège du Parlement européen est à Strasbourg, les députés qui y siègent votent 12 fois par an à travers des sessions de 4 jours. En dehors de cette période, ils se basent à Bruxelles afin de se consacrer à l'essentiel de leur travail, tels que les travaux en commission parlementaire et bien d'autres. Les journaux parus ce lundi 14 août 2023 nous conduisent encore dans les réalités de l'actualité régionale. Un seul pays se retrouve au centre des sujets, à savoir le Niger, avec la réaction de la CEDEAO qui reçoit l'entière bénédiction des autorités béninoises. La revue de presse est signée Gilles-Chris Chidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons avec Le Matin qui informe que les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont autorisé le déploiement de la force en attente de la CEDEAO vers la République du Niger. C'est à l'occasion du sommet extraordinaire qui les a réunis le jeudi passé à Abuja qu'ils ont pris cette décision, rapporte le quotidien. Le journal précise que dans le même temps, ces dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont marqué leur détermination à maintenir ouvertes toutes les options en vue du règlement pacifique de la crise qui sévit actuellement au Niger. Une décision qui engage pleinement le Bénin, informe Nord-Sud Quotidien, qui donne d'ailleurs les raisons qui fondent cette pleine adhésion du Bénin aux décisions de cette organisation sous-régionale. Selon mon confrère,
Le pays montre ainsi sa volonté de respecter les principes de solidarité et de coopération régionale qui ont été les fondements de la CEDEAO. En outre, le Bénin a un intérêt stratégique à éviter la propagation de l'instabilité et des menaces sécuritaires qui ont déjà eu des conséquences dévastatrices dans d'autres pays du Sahel, pense mon confrère. Dans ce contexte fortement marqué par de vives polémiques autour de la position adoptée par la CEDEAO, le matinal estime qu'il y a lieu de dépassionner le débat car, pense le journal, le coup d'État est un coup de frein à la démocratie. C'est d'ailleurs l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le Bénin s'est engagé dans ce dossier, conclut le journal. Matin Libre pense également de son côté que les coups de force qui surviennent en Afrique depuis quelques années ne sont pas de nature à favoriser l'émergence économique des États qui en sont victimes. À travers une analyse approfondie, mon confrère dresse un tableau comparatif des situations du Burkina Faso, actuellement dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, celle du Mali avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, puis celle du Niger, actuellement dans les mains du général Abdourahmane Tiani. Ces différents coups de force hypothèquent le développement, conclut sans embâche le journal. Une raison pour laquelle le Béninois libéré estime qu'il faut dégager la junte au pouvoir au Niger, d'où la réaction plus ou moins énergique de la CEDEAO, soutenue par le Bénin qui en est un pays membre. Le Matin rapporte d'ailleurs les raisons évoquées par le chef de l'État béninois pour justifier cette démarche. Je cite « Les motivations essentielles des organes de la CEDEAO, notamment le Conseil des chefs d'État, c'est de protéger les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance pour le développement des pays africains », fin de citation, a déclaré Patrice Talon à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce jeudi au Nigeria. Le président de la République de poursuivre que, je cite, « La seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est la démocratie, le vote. C'est pourquoi nous disons qu'en aucune manière la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen par lequel les gouvernants doivent être désignés. » Fin de citation, a-t-il martelé. En attendant que la CEDEAO trouve le mécanisme de rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d'État au Niger, la Primeur informe qu'il se porte bien. Le journal rapporte les déclarations faites par son médecin personnel qu'il a vu ce week-end et qui atteste qu'il tient le coup avec sa famille. Restons avec ce journal qui informe que les festivités entrant dans le cadre de la Gani pour le compte de l'année 2023 sont déjà programmées. Elles auront lieu à Kouandé les 7 et 8 octobre prochains, renchérit le journal. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Chers téléspectateurs, c'est l'instant magazine. Du respect des règles de circulation routière dépend la sécurité des usagers de la route. Plusieurs types de signalisation routière favorisent la cohabitation entre piétons et automobilistes sur nos axes routiers. Qu'en est-il de l'observance de ces signaux qui régulent la circulation routière? Saturne Diossou est allé faire le constat. Suivez. Un rouge vif qui crie stop. Certains font la pause obligatoire. D'autres poursuivent leur chemin au mépris de cette signalisation. La scène est courante sur nos axes routiers. Les Béninois que nous sommes, nous ne respectons pas le code de la route. Et il nous manque surtout la courtoisie. De l'incivisme caractérisé. Les spécialistes du Centre national de sécurité routière croient toujours au changement de comportement. Il ne s'agit pas pour nous de culpabiliser l'usager. Il s'agit pour nous de lui donner les informations qu'il faut, de lui donner les conseils qu'il faut pour qu'il puisse se comporter en homme en matière de circulation routière, je veux dire, un homme civilisé, un homme responsable. Respecter les règles de la circulation routière n'est pas une option. Certains l'ont compris. Je suis enseignant et nous enseignons aux enfants comment il faut respecter les feux tricolores. Vous voyez, si le feu est au rouge, il faut s'arrêter. Si c'est à l'orange, on ralentit. Et si c'est au vert, il faut partir.
À une intersection, il n'est pas rare de voir certains usagers à moto ou au volant d'un véhicule tourner à droite, même si des feux tricolores exigent un arrêt. Pour eux, c'est ce que prescrit la notion de priorité à droite. Un petit recyclage. Quand on parle de priorité à droite, c'est la règle qui nous demande de laisser passer les usagers venant de notre droite ou de passer quand notre droite est libre. La priorité à droite ne signifie pas de tourner à droite. Les gens confondent quelque chose. Ouais, par exemple, je prends l'exemple de I-18. Ici, d'accord? Vous voyez ici, le véhicule bleu a vu le feu rouge. C'est une perte de priorité. Voilà, ici nous avons une flèche ici, la flèche verte, c'est la flèche de tolérance. C'est la flèche qui nous permet de tourner à droite si vous avez l'intention de tourner à droite. C'est-à-dire quand le véhicule a manifesté son intention de tourner à droite. Mais s'il n'y a pas la flèche ici, d'accord, s'il n'y a pas la flèche, on ne doit pas tourner. Mais les gens confondent. Quand ils voient la flèche ou bien la flèche n'est pas là, quand ils voient devant le feu rouge en même temps, ils disent c'est la priorité à droite qu'on soit tourné. La route se partage, dit-on, pas seulement entre motocyclistes et automobilistes, les piétons aussi. Lorsque vous voulez vous arrêter, il faut donner un peu d'image. Donc les gens vont jusqu'au sur les passages cloutés. Je vais parler des passages pour piétons. Et là, vous empêchez les piétons de respecter, de passer sur la partie qui est réservée. Quand vous êtes piéton, vous ne pouvez traverser la voie que là où il y a le passage piéton. S'il n'y en a pas, vous ne traversez pas. Vous ne pouvez pas passer là-dessus. Mais s'il y a le passage piéton, tout conducteur aussi, parce qu'il n'y a pas avoir des panneaux qui signalent ça, vous devez arriver là, adopter le commandement qu'il faut, adapter votre vitesse pour que lorsqu'un piéton s'engageait, vous puissiez freiner dans le temps pour le laisser passer. Le panneau que vous avez devant là, ça indique quoi? Ça indique qu'il faut s'arrêter pour pouvoir céder le passage aux piétons. Est-ce que vous savez où sont les passages piétons? C'est bien marqué en blanc au niveau de la chaussée. Et il faut rester normalement à 1 mètre ou à 2 mètres de cette trait-là pour pouvoir permettre à l'autre feu qui s'allume et à l'autre de passer. Piétons, motocyclistes ou automobilistes, chacun est responsable de la sécurité de l'autre sur nos axes routiers. Le respect du code de la route préserverait chacun du pire. Ainsi va l'actualité à l'Assemblée nationale du Bénin et dans le monde. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Au revoir et à bientôt.